Bienvenue à tous. Quelle reprise économique en Essonne? Comment se portent les entreprises du département? Quels sont les secteurs les plus impactés? On en parle dans le cadre de cette émission réalisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Beaucoup de questions que nous allons poser à nos invités. La grande question, c'est comment relancer notre économie? Quel rebond? Quand ce rebond et dans quelle proportion? On en parle donc avec nos invités. On va parler du plan de relance de l'État, celui de la région, des dispositifs de la Chambre de commerce et d'industrie. Nos invités, je leur dis d'abord merci d'être avec nous et bonsoir. Philippe de Sertine, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, directeur de l'Institut de haute finance et vous allez nous livrer un peu votre expertise sur la situation économique. Il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé. On a envie de savoir quel est l'impact de ce choc et surtout comment nous allons rebondir. Avec nous également Didier Desnus, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et on attend de vous que vous nous donniez un peu la photographie de votre département, comment se portent les entreprises sur votre territoire. Vous avez mené une enquête, même 3 enquêtes auprès des entrepreneurs. Vous nous en livrerez les conclusions. Avec nous également Grégoire de Lastérie, merci d'être avec Bonsoir. nous. Vous êtes le maire de Palaiseau et nouveau président de l'agglomération Paris-Saclay. Une agglomération qu'on dit être la Silicon Valley à la française. Et donc c'est important de vous entendre parce qu'on a besoin d'innovation dans le plan de relance et pour notre rebond. Et enfin, chef d'entreprise, c'est important que vous nous accompagniez pendant cette émission. Vous êtes avec nous, le PDG de Mecaelectro, Jean-Pierre Demaria, une entreprise qui est installée à Massy et vous réalisez 70% de votre chiffre d'affaires en France. Parfait. Bonsoir Olivier. Un autre invité qu'on recevra en milieu d'émission, représentant l'État pour nous présenter le plan de relance, 100 milliards d'euros, un plan historique. Eh bien cet invité, on le recevra dans quelques instants, c'est le directeur régional adjoint de la Directe. Mais tout de suite, on a envie de voir avec vous, Philippe de Sertine, quelle est l'ampleur de ce choc? Parce que beaucoup de chiffres ont circulé. On a d'abord dit que l'activité des entreprises avait baissé de 30%. En septembre, on a parlé de 17%. Alors on ne sait plus trop où on en est. On nous annonce une grosse casse sociale d'ici à décembre prochain. Quelle est l'ampleur du choc, Philippe de Sertine? Alors je crois que vraiment quand on parle de la situation, on doit avoir beaucoup d'humilité, tous autant que nous sommes, que ce soit les économistes, les politiques, les chefs d'entreprise, etc. La situation que nous connaissons est sans équivalent dans l'histoire. On n'a jamais vu ça. Donc ce qui signifie évidemment que quand on va essayer de reprendre de l'expérience, peut-être pour regarder les faits ou pour prendre des décisions, attention, on peut se tromper. Et donc surtout là, il faut à tout moment dire oui, finalement ce que j'ai dit il y a une semaine, il y a un mois, n'est pas tout à fait juste. Ce qui est certain, c'est que nous avons eu un arrêt de l'économie mondiale, ça ne s'est jamais vu. Que nous avons une récession du fait de cet arrêt de l'économie mondiale qui n'est jamais vu. Quand on dit depuis la Seconde Guerre, depuis la guerre, même pendant les guerres, on n'a jamais un arrêt complet de l'économie. Donc c'est une situation absolument incroyable. Un choc évidemment, ça veut dire que quand vous arrêtez l'économie, logiquement tout est en faillite. Donc là, on a eu les autorités monétaires mondiales, les autorités monétaires européennes, les autorités politiques européennes et françaises, bien entendu, qui ont dit on va essayer de maintenir l'économie quand il n'y en a pas, puisqu'on est obligé de l'arrêter. Et on a essayé de se projeter, notamment sur la fin de cette année, c'est-à-dire le moment où l'économie redémarre. Redémarre, pas partout, mais redémarre quand même. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a un choc. Et là, effectivement, quand on regarde les dernières prévisions qui sont arrivées la semaine dernière de la Banque centrale européenne, de la Banque de France, on va dire de toutes les autorités monétaires économiques, on se rend compte de quoi? Que le choc est incroyable, mais qu'il est peut-être moins fort qu'on l'avait pensé au mois de juin, juillet. C'est-à-dire que finalement, on était parti sur une baisse du PIB pour 2020, baisse de l'activité, récession pour 2020 aux alentours de 14% pour la France, donc jamais vu. On va être probablement peut-être entre 9 et 10. Donc on est d'accord, il faut être très très clair. Quand vous avez moins 0,5 au mois de janvier 2020, on est en train de dire la fin de l'année 2019, on a probablement eu un recul de moins 0,5. Tout le monde, dans les médias, dans les commentateurs, disait c'est une catastrophe. Bon là, on est moins 10, c'est quelque chose d'incroyable. Incroyable en termes d'ampleur. Mais vous vous rendez compte, on s'est trompé de 4% de manière négative, enfin positive si vous voulez. C'est-à-dire que c'est gigantesque la marge d'erreur. Et ça, effectivement, c'est parce que l'économie a redémarré probablement mieux qu'on le pensait, parce qu'elle a été plus résiliente dès le mois de juin, c'est-à-dire qu'on a continué à travailler, où les entreprises ont repris au fond le travail pendant cette période en bricolant, avec les enfants à la maison pour les employés, avec les employés qui ne peuvent pas venir, etc. Mais en fait, il y a une sorte de résilience, et ça, c'est quelque chose d'absolument remarquable. Voilà, et puis des Français qui ont consommé, qui avaient envie de consommer, on l'a vu durant l'été. Mais on parle de réception, mais est-ce qu'on a une
une récession qui va être longue? Est-ce qu'on a une croissance qui est entre parenthèses? C'est ça qu'on a envie de comprendre et de savoir. Alors vous n'êtes pas devin, vous ne pouvez pas nous le dire, et les indicateurs, vous nous avez dit, ils se trompent. Oui, alors là, évidemment, je vais vous décevoir en disant, en fait, j'en sais rien. Vous allez dire, merci beaucoup d'être venu. Mais voilà, ce que l'on pense, c'est que ça n'est pas une crise économique comme d'habitude. On n'est pas en 2007, 2008. Oui, ou même toutes les grandes crises dans l'histoire où on disait qu'il faut des années avant de récupérer le PIB, la production d'avant. Là, effectivement, c'est un choc externe. C'est l'outil industriel qui s'arrêtait, c'est un choc de l'offre. C'est les États qu'on dit qu'il faut arrêter l'économie. C'est-à-dire, c'est pas l'économie qui a dit je vais m'arrêter, c'est pas l'économie qui a dit j'ai un problème, c'est pas la finance qui fait faillite comme c'était le cas en 2008. Ça n'a rien à voir. On dit on arrête. Donc ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que quand ça repart, ça va repartir très très fort. Je crois vraiment que ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit avoir à l'esprit. On n'a jamais eu une récession comme celle-là. On va, de mémoire de Français d'aujourd'hui, connaître un redémarrage comme on n'a jamais connu. Quand on est en train de dire froidement, la Banque de France vous dit probablement on sera à plus 7%, peut-être plus 8% l'année prochaine. Mais entre-temps, il y aura de la casse, des destructions d'emplois. Il y aura de la casse. Mais attention, quoi, plus 8, personne n'a jamais vu ça. Et quand on dit plus 8, c'est pas simplement 3 grandes entreprises qui vont avoir une grosse augmentation. C'est toute l'économie française qui va repartir d'un seul coup, notamment d'ailleurs tirée par la croissance mondiale, notamment par la croissance asiatique. On doit bien avoir l'idée que l'économie, c'était déjà un peu le cas entre 2008 et 2012, avait une locomotive qui était plutôt l'Asie. Là, maintenant, l'Asie tourne encore plus fort. Donc, c'est elle qui va traîner l'économie mondiale. Mais attention, la locomotive va repartir très, très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas accroché, vous pourrez rester en disant « Ah zut, tous les autres sont partis sauf moi ». Et c'est tout l'enjeu du plan de relance dont on parle dans quelques instants. Absolument. Et on met quand même quelques points de suspension parce que le virus continue à circuler, on va en parler et donc il peut retarder ce fameux rebond. Didier Desnus, donc sur l'Essonne, quelle est la situation des entreprises? Comment se porte l'activité de la plupart des entreprises? Est-ce que ça redémarre? Qu'est-ce que vous sentez du terrain? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec l'exposé qui nous a été fait. Les entreprises sont résilientes, beaucoup. Moi, ce que je peux vous dire quand même, c'était l'État. L'État, puisque vous avez fait référence aux enquêtes que nous avons menées, sans vous abonder de beaucoup de chiffres, mais quand même, mi-septembre, 25% des entreprises déclarent n'avoir repris que partiellement, un quart. C'était 40% fin mai. 3% nous disent qu'ils n'ont pas réouvert. Bon, je suppose que c'est l'événementiel, café, hôtellerie, etc. 29% des répondants ont perdu 50% du chiffre d'affaires depuis. Donc, comme vous le disiez très bien, c'est du jamais vu et normalement, on doit s'écrouler complètement. Ils sont seulement 11% à ne pas avoir subi de baisse de chiffre d'affaires. Bon, c'est le grand commerce, c'est la pharmacie, c'est tout ce qui est le médical, etc. Et 55% déclarent qu'ils ne seront pas en mesure de compenser leur perte d'activité. Donc, comme on l'avait dit, effectivement, c'est une grosse interrogation. Qu'est-ce que je vais faire? Quel va être mon avenir? Le plan de l'État, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? En Essonne, c'est 7% des PGE de l'Île-de-France. Ça correspond grosso modo au poids économique. C'est 7000 dossiers, 1,5 milliard. Pareil, on est à peu près dans la moyenne et d'Île-de-France et nationale. Plus de 200 000 salariés concernés par l'activité partielle. Ça aussi, ça a été très fort. Je crois qu'on a nationalisé l'emploi salarié et je pense que ça a été une très, très, très bonne mesure puisqu'on garde les compétences et on garde l'outil de travail. Voilà, et puis 54 000 dossiers du Fonds de solidarité. Et alors, quels sont les secteurs les plus impactés alors, sur votre département? Alors, les secteurs les plus impactés sur le département, effectivement, c'est l'aéronautique, bien sûr, avec SNECMA et puis le moteur libre qui était parti à toute vitesse et qui vient de s'arrêter d'un seul coup. Et donc, tous les sous-traitants qui sont derrière. L'automobile, puisqu'on a aussi des sous-traitants automobiles, l'événementiel, bien sûr, voilà, et puis café, restaurant, hôtellerie. Donc, et Orly, c'est un vrai sujet, c'est combien d'emplois Orly? Alors Orly, c'est un gros sujet d'inquiétude. Orly, c'est 150 000 emplois directs et indirects, c'est 45% des emplois qui viennent de l'Essonne. Et un chiffre qui est très symptomatique et qui explique pourquoi c'est important. 1 million de passagers, c'est 5 000 emplois. Donc on a chuté, Orly a fermé complètement, redémarre mais très très doucement. Je crois qu'on doit être à 10 ou 15%, pas plus. Donc c'est une grosse inquiétude pour nous, c'est une grosse inquiétude pour l'activité sur le plateau de Saclay. Le fait qu'Air France décide de rapatrier tout son trafic sur Roissy et les créneaux disponibles qui vont être, c'est des créneaux qui ne doivent pas être des créneaux vacances, mais qui doivent être des créneaux qui sont tournés sur le business.
Donc Orly, c'est primordial. Il ne faut pas laisser tomber Orly. Il faut qu'Orly redevienne une plateforme aéroportuaire internationale et qui nous draine le business non seulement sur l'Essonne, mais surtout l'axe sud, puisque des gens qui arrivent à Orly vont sur le Loiret, vont sur l'Indre-et-Loire. Donc pour nous, c'est primordial. Il faut se battre pour Orly. Et entre parenthèses, il faut aussi se battre sur la ligne 18 parce que ça, on en a besoin. Voilà, le Grand Paris Express, dont on peut se poser la question, on en parlera peut-être en fin d'émission. Est-ce qu'il a encore une utilité à l'heure du télétravail, de la digitalisation de la société? Enfin, c'est un vrai sujet, la dimension du Grand Paris Express. Avec nous, on l'a dit, un chef d'entreprise, Jean-Pierre Demaria. Merci encore d'être là. Vous êtes PDG de Meka Electro, qui est leader sur son marché, leader sur le marché français des actionneurs dans des fonctions de sécurité, donc sur des marchés aussi bien médical, aéronautique, BTP. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous avoir sur le plateau, c'est que vous rencontrez évidemment vos clients et tous ne sont pas impactés pareil, mais avant de leur demander comment ils vont, d'abord la santé de votre entreprise. Comment ça se passe? Est-ce que l'activité a repris? Est-ce qu'elle a repris dans les mêmes proportions que vous avez laissé l'entreprise, même si vous n'êtes pas resté très très longtemps en interruption d'activité? Alors nous, on cumule les problèmes parce qu'on a repris la société en début janvier, donc sur un business plan qui a été bâti en 2019, sans Covid, d'accord. Et effectivement, c'est pas simple sur la première année d'exploitation, les premiers mois d'exploitation, de voir arriver cette pandémie. Néanmoins, la résilience de Meka Electro a fait que c'est vrai qu'on a vu des marchés comme l'aéro s'effondrer. Hein. Alors quand vous dites, Monsieur de Sertine, que dans l'avenir, il y aura une forte reprise, je ne pense pas que l'aéro y soit. Parce qu'on parle de 2026 maintenant. Hein. Ouais. Donc 2026, c'est pas demain. Donc c'est pour nous, vous le disiez aussi, c'est pour nous le plus gros effondrement. Plus de 35%. On a perdu un tiers de nos marchés. Heureusement, on travaille avec le médical et là, c'est plus de 100. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir un carnet de commandes diversifié. C'est là où je voulais en venir. On a de la chance d'être multisecteur, d'être multimétier. Et il y a un métier, vous parlez de la Chine, il y a un métier qui tire également, c'est le nucléaire chez nous. Donc pas en France, malheureusement, parce qu'on a terminé ce qu'on devait faire, mais par contre sur les marchés chinois. Mais effectivement, le marché qui sauve l'activité de chez nous, parce qu'en fait, vendredi soir dernier, nous étions en moins de 3% par rapport à l'an dernier. Donc, on ne peut pas dire qu'on a une crise, enfin, pour nous. Alors, vous savez que septembre est problématique, parce que autant on pouvait dire sur juillet, avant les vacances, que tout était reparti. Là, septembre, il y a un coup d'arrêt. On verra bien ce qui va se passer. Et qu'en est-il du bâtiment et travaux publics, vos clients dans le BTP? Parce que c'est vrai qu'on a eu le sentiment que ça a redémarré sur les chapeaux de roue, mais au final, c'était peut-être une reprise en trompe-l'œil. Il fallait finir les chantiers. Alors, en fait, nous, dans le bâtiment, nous sommes sur toute la sécurité incendie, hein, le maintien de portes, les ventilations. Alors non, on doit être à moins 15 aujourd'hui. C'est pas forcément le bâtiment qui va tirer l'activité. De toute manière, ils ne pouvaient pas travailler, les gens, sur le bâtiment. Donc, c'est facile, ça a été vite impacté. Donc non, pour nous, c'est le médical et on a été les projets que l'on a menés dans le médical depuis très longtemps, et pas que sur Air Liquide, on les remercie, mais General Electric en Italie, en Espagne, ont fait qu'effectivement on est à plus de 200% de notre activité. Alors il y a un territoire en Essonne qui est intéressant, c'est un peu une petite France, hein. Grégoire de Lasteyrie, Palaiseau, Paris-Saclay. On a à la fois de la recherche et du développement, hein, sur ce plateau de Saclay, où l'État a l'intention de mettre les moyens pour que ça devienne une Silicon Valley à la française. Et puis on a aussi des zones d'activité, des sièges sociaux à Massy. Donc ça permet d'avoir une lecture assez juste de ce qui se passe. Oui, et effectivement, ce qu'on voit sur le territoire de Paris-Saclay, c'est ce que Didier Denu décrivait au niveau de l'Essonne. On a des secteurs qui ont été extrêmement touchés, durement. Secteur des transports, où évidemment toutes les activités de taxi, de VTC, de logistique aussi ont été mis totalement à l'arrêt. Le secteur hôtellerie-restauration a évidemment souffert terriblement. L'événementiel, bien sûr, les secteurs des loisirs sont des secteurs qui ont beaucoup souffert sur Paris-Saclay. Et ça, c'est dans l'ensemble de nos parcs d'activités. Je pense notamment au parc de Courtabœuf, qui est un des grands parcs d'activités de Paris-Saclay, et sur lequel l'activité a été vraiment très très durement touchée. Et puis Paris-Saclay, c'est aussi le cluster, c'est aussi la recherche et développement, c'est aussi les grandes écoles qui sont et toute l'économie de l'enseignement en fait, et qui est sur le plateau, et qui pour le coup a une résilience beaucoup plus forte. Et évidemment, on voit cet été l'université Paris-Saclay qui se classe première université française du classement de Shanghai, première mondiale dans le domaine des mathématiques.
Voilà, les activités de recherche ont continué pour partie, pas celles qui avaient besoin de se retrouver dans des laboratoires, mais les autres. Et donc on a vraiment cette dichotomie où on sent que l'innovation publique et privée, je rappelle que Paris-Saclay, c'est 15% de la recherche française. Donc c'est vraiment majeur pour notre pays, a encore des forces, a encore une capacité à pousser le reste du pays, et c'est bien l'objectif de Paris-Saclay. C'est comment est-ce qu'on crée l'innovation, comment est-ce qu'on crée l'arme stratégique de l'innovation qui vont faire que demain, des emplois vont pouvoir se créer dans beaucoup d'entreprises, dans le territoire proche de Paris-Saclay bien sûr, Massy, Courtabœuf, aux alentours de la zone d'Orly aussi qui est collée à Paris-Saclay, mais plus globalement partout en France. C'est l'ambition qu'on porte sur le territoire, c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est pour ça aussi qu'on a mis très tôt des dispositifs efficaces d'accompagnement des entreprises. Exactement. On a créé la cellule d'appui personnalisé aux entreprises, la CAP, qui est une cellule qui proactivement a appelé l'ensemble des entreprises qu'on avait en base, et elles sont nombreuses, quasiment 1 millier, sur Paris-Saclay, pour savoir quelle était leur situation, est-ce qu'elles avaient bien pensé à regarder s'il n'y avait pas un PGE qui pouvait les aider, si le fonds résilience lancé par l'Île-de-France, sur lequel Paris-Saclay a abondé, et le territoire francilien qui a le plus abondé, parce qu'on a mis une ligne de crédit de 3 millions d'euros uniquement sur ce fonds-là. Et tout n'a pas été consommé, donc on peut encore appeler la communauté d'agglo. Ce fonds, aujourd'hui, il a mobilisé quasiment 1 million d'euros déjà en trésorerie immédiate pour les entreprises, et on estime que ça a pu permettre pour l'instant de sauver plus d'une centaine d'emplois. Donc évidemment, à l'échelle de l'ampleur de la crise, c'est une goutte d'eau, mais c'est à l'échelle de ces entreprises, c'est évidemment majeur. Bien sûr. Alors, une question quand même importante, parce que dans la période qui s'annonce, la commande publique, elle va jouer un rôle. Et je pense, on parlait du BTP tout à l'heure. C'est vrai que, évidemment, les collectivités locales construisent des écoles, elles construisent des équipements, des gymnases, des routes. Vous allez être impacté dans votre budget à venir. Est-ce qu'on a une idée du budget de demain? Combien? Parce qu'il faut que vous fassiez des prévisions. Bien sûr. L'investissement public, c'est d'abord les collectivités territoriales. C'est pas l'État, c'est les collectivités territoriales. Donc quand les collectivités territoriales arrêtent d'investir, c'est le BTP qui souffre directement, c'est l'ensemble des acteurs qui souffrent directement, parce que il n'y a plus cette force de production et d'investissement qui est engagée par les collectivités. Je vous donne un exemple, 2 exemples. La ville de Palaiseau, chaque année, investit à peu près 8 millions d'euros en investissement dans le territoire. On estime que le manque à gagner sur 2020, c'est au moins 1 million d'euros. Donc on voit déjà qu'on a une capacité non négligeable de notre investissement qui va être impactée. Au niveau de l'agglomération, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais une des grandes ressources des agglomérations en France, c'est bien sûr la création de valeur économique des entreprises qui se transforment en ressources fiscales pour les agglomérations. Aujourd'hui, sur Paris-Saclay, on estime qu'en 2021, probablement le manque à gagner va être c'est très difficile, comme vous le dites, de faire des prévisions, mais on est sur une fourchette entre 4 et 6 millions en moins. Et ces 4 ou 6 millions, évidemment, ça impacte directement notre capacité à investir. Donc il y aura des choix à faire. Soit on fait des économies, soit on a recours à l'emprunt pour soutenir. Alors, l'emprunt va pouvoir, dans une certaine mesure, être une capacité, même s'il faut évidemment toujours avoir en tête que les collectivités, à la différence de l'État, doivent respecter ce qu'on appelle la règle d'or. Et la règle d'or, ça veut dire qu'on peut s'endetter pour investir, on ne peut pas s'endetter pour payer du fonctionnement. Ça serait d'ailleurs bien que l'État fasse la même chose, mais c'est un autre débat. Mais donc cette capacité d'endettement pour certaines collectivités, elle va pouvoir être mise à contribution pour relancer l'économie. Il va falloir aussi probablement qu'il y ait un soutien de l'État sur des ressources qui vont être attribuées aux collectivités, parce qu'encore une fois, c'est nous qui investissons, et derrière, c'est des emplois directement locaux, parce que on sait bien qu'une collectivité, au maximum, elle fait travailler des entreprises de son territoire. Et donc, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables, que l'on sauve et que l'on permet de maintenir en gardant les compétences. Et les compétences en Essonne sont très fortes. Alors, on parlait du bâtiment et travaux publics à l'instant, donc la difficulté de se projeter. Monsieur Desmaria, est-ce que vous arrivez à vous projeter sur 2021? Est-ce que c'est compliqué pour le patron d'une PME quand même de 100 salariés, sans fiche de paye? 100 salariés. 100 salariés. 100 collaborateurs. Ouais. Je vous le disais, Mecalectro est une exception, et c'est une entreprise qui est relativement ancienne, puisqu'elle a été créée dans les années 70. Donc, on existe sur le territoire. Donc, on repartira d'une façon très certaine lorsque l'économie repartira. On est très lié à l'investissement industriel, avec un petit peu de retard. On a 18 mois de retard sur les investissements industriels. Je n'ai pas trop de soucis. Aujourd'hui, j'ai pas trop de soucis. Voyant
l'année que nous sommes en train de faire sur la fin de l'année, le début de l'année prochaine. En fait, il ne faudrait pas que cette histoire de Covid dure plus longtemps. Si c'était résolu avant la fin de l'année, ça serait très bien. Si ça dure 2-3 ans, ça c'est autre chose. Mais alors, comment le Covid impacte votre entreprise concrètement? C'est à l'export que c'est compliqué? Expliquez-nous. Ah non, le Covid impacte nos clients. La confiance n'étant plus là, les chefs d'entreprise qui fonctionnent à la confiance, et l'économie pareil, si la confiance n'est pas là, on serre les boulons, on n'achète plus, on n'investit plus. Et effectivement, nous, en bout de course, on est touché par ces phénomènes-là. Donc c'est très simple. Le Covid, à l'intérieur de la société, n'impacte rien. On s'est organisé pour respecter les gestes barrières, pour porter les masques. Ça gêne à rien du tout. C'est surtout l'économie l'absence d'économie qui est un problème pour nous. Mais je vous dis, je suis optimiste sur la fin de l'année. Je veux dire, l'économie ne souffrira pas. Je veux dire, l'État non plus de maintenir une activité de ce que l'on connaît là avec la montée du chômage. Tout sera fait. Je leur fais confiance pour que ça se passe pas comme ça. J'espère. Philippe de Sertine, les témoignages que l'on entend sont vraiment très intéressants, surtout M. Demarien à l'instant, qui nous dit qu'évidemment, vivre avec le Covid, c'est vivre avec la confiance des entreprises dans les investissements qu'ils peuvent réaliser, et donc sur son carnet de commandes in fine. Ça s'articule très très mal aujourd'hui, l'économie et vivre avec le Covid. Oui, c'est sûr. Et là, ce qu'on évoque un peu, c'est justement une diversité de situations qui vont faire que parmi les gens qui nous regardent, il y en a peut-être qui vont dire, mais ils sont optimistes, moi je vis un truc très très compliqué. D'autres qui vont dire, mais finalement, nous c'est vrai que ça va pas si mal. On a vraiment la diversité un peu des réactions. Je crois qu'en effet, il y a un certain nombre de difficultés. Vous voyez, si on dit, il y a eu la phase 1, l'arrêt. Il y a la phase 2, c'est la phase 2 de reprise avec les aides de l'État, les aides des plans, les aides des emprunts, qui est finalement un fonctionnement avec béquilles. Puis à la phase 3, on enlève les béquilles, ça commence à repartir. La phase 4, évidemment, c'est celle qu'on attend tous. C'est le moment où ça redémarre partout, ça va redémarrer fort. En fait, aujourd'hui, là, quand on est en septembre, quand on évoque, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans la phase 3. C'est-à-dire qui disent, voilà, ce que vous dites, on est à moins 3% global, on a une activité qui n'est pas bonne, l'autre qui est bonne, etc. Mais fondamentalement, je fonctionne. Vous avez encore un certain nombre d'entreprises, et là, évidemment, c'est ceux-là qu'il faut peut-être évoquer quand on parle à ceux qui nous regardent ce soir, c'est ceux qui sont encore en phase 2. C'est-à-dire ceux qui sont encore avec « je ne survis pas tout seul ». Et je me demande ce qui va se passer. Alors c'est vrai qu'on a évoqué l'aéronautique, parce que l'aéronautique, que ce soit Airbus d'ailleurs quand vous êtes dans le sud-ouest, et plus largement d'ailleurs en Europe, mais si vous parlez des aéroports, vous voyez bien le problème. Mais peut-être il faut aussi évoquer par exemple le petit commerce. On est dans tout le tissu des toutes petites entreprises. Le commerce très impacté, quand vous évoquiez tout à l'heure le taxi par exemple, bien entendu. Je dirais tous ces services de proximité, souvent dans des entreprises, 1, 2, 3 personnes qui vous disent on a la trésorerie pour tenir novembre, décembre. Il ne faut pas que ça continue après. Parce que là, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais mettre la clé sous la porte. C'est-à-dire que là, effectivement, dans cette phase 3, c'est une phase critique, ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire celle-ci, comment on va faire pour en même temps ne pas mettre tout le temps l'économie sous assistance respiratoire, parce que c'est pas tenable, ce qu'on évoquait aussi sur la question fiscale par exemple, l'argent rentre plus, donc de toute façon à un moment donné on se retrouve avec l'idée qu'on ne peut pas continuer indéfiniment comme ça, et en même temps dire attention, on a des pans entiers, notamment des toutes petites entreprises de l'économie, des pans entiers de l'économie qui peuvent être menacés, et ça effectivement ce serait extrêmement grave de les perdre, parce que quand on va rentrer en phase 4, ils vont manquer, c'est-à-dire c'est tellement compliqué de reconstituer des entreprises déjà existantes, pour ça que toutes ces mesures ont été prises en disant on essaie d'être en assistance totale parce qu'on sait que ce n'est pas une crise économique normale, c'est un arrêt. Donc là, quand ça va redémarrer, normalement ça va fonctionner. Mais quand ça ne redémarre pas, bien sûr, et là on a plusieurs secteurs comme cela, et je crois que vous avez parlé de l'événementiel, mais même on peut parler largement d'un secteur qui pèse en France, qui est important pour ce qu'on appelle en économie le soft power de la France. Le tourisme, vous pensez au tourisme évidemment? Je pense au tourisme et à la culture. Et à la culture. La culture, c'est très important pour la France. On en parle très peu, vous avez raison. On en parle peu, mais en réalité, on voit très bien que là, par exemple, quand on évoque le tissu local, les villes, etc., qu'est-ce qui fait l'attractivité d'une ville? Le tourisme, on l'évoque, c'est évidemment la manière dont on représente l'attractivité, mais la culture, c'est souvent la façon dont on va pouvoir attirer des gens. Donc tout ça, ce sont des éléments dans lesquels on voit bien là que ce sont des secteurs très impactés. Et à côté, on est d'accord, à côté, vous avez des secteurs qui sont repartis, qui sont aujourd'hui en disant mais nous, on tourne normalement, voire même parfois qui tournent plus fort qu'avant. Donc on a cette dichotomie très forte qui va être un problème à long terme si bien sûr on reste avec
avec une situation, on va dire, phase 2 pour certains, phase 4 pour les autres. Parce Alors que là, évidemment, justement, comment on passe de la phase 2 à la phase 3 pour arriver à la phase 4 ? Parce que le vrai sujet pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est en même temps quand on écoute et qu'on regarde les chaînes d'infos et qu'on apprend que Madrid a reconfiné, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer dans d'autres pays ? On voit que certains départements passent rouge. C'est complexe de pouvoir se projeter. Vous l'avez dit, c'est un problème de confiance, l'économie. Donc là, ça veut dire que le rebond, on a du mal à le situer dans le temps, parce qu'il se retarde à mesure que la maladie, le virus progresse. Alors, là, je pense qu'autour de la table, on est tous évidemment un tout petit peu démunis quand on va parler des questions de sciences pures médicales. On ne vous posera pas de questions sur non, le mais sujet. voyez, mais je crois que bien nous, sûr. en matière économique, on a ce problème parce que même on sent bien que la science médicale est enfin, non pas hésitante, mais elle fait comme tout le monde, quoi. Elle se pose des questions. Elle découvre le phénomène au moment où en réalité il se pose, parce qu'on n'a pas de recul là-dessus au niveau mondial. Il est évident que si on repart, par exemple, alors ça aujourd'hui c'est envisagé par personne, mais si on repartait sur un confinement mondial comme on l'a connu au printemps, là c'est une catastrophe énorme d'un point de vue économique. A priori, on ne part pas là-dessus. Donc la question qui se pose, c'est de dire, 1, est-ce qu'on va avoir un vaccin ? 2, de la thérapie. 3, peut-être vraiment, il faut le dire devant tous les gens qui nous regardent, 3, une discipline de la population suffisante pour arriver à endiguer un processus qui, quand on est discipliné, et là on voit vraiment les exemples dans les autres pays. Pensez à l'Asie notamment. Évidemment. On pense à l'Asie, mais même on peut penser au restant de l'Europe, notamment l'Europe du Nord. Enfin, quand vous vous baladez un tout petit peu, moi, il se trouve que j'ai dû pour des raisons professionnelles. Vous êtes impressionné de voir la discipline de certains pays. Enfin, quand vous êtes impressionné, ça veut dire que vous arrivez de France, vous dites on est moins discipliné. Je suis venu par le métro, comme tout le monde tout à l'heure. Bah oui, il y avait 4, 5, 6, 10 personnes qui disent bah non, le masque, je ne le mets pas, quoi. Clairement, hein, on sent qu'elles veulent être, c'est souvent des jeunes qui veulent être montrés. Moi, j'en ai marre de ces consignes, etc. Ou alors qui sont anti-liberticides, etc., etc. Non, non, là, c'est une discipline collective. Je crois que vraiment, c'est quelque chose d'indispensable parce qu'en matière économique, comme on le disait à l'instant, dans les entreprises, quand on applique exactement les consignes qui sont données, vous n'avez pas, sauf accident extérieur, mais vous n'avez pas une propagation du virus. Donc je crois, nous, à l'université, par exemple, aussi, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup auprès des étudiants, c'est une responsabilité de tous les citoyens pour pas que, du point de vue économique, on ait des conséquences qui seraient dramatiques. Et là, en dehors de tout vaccin ou en dehors de toute thérapie. Didier Denuc, quelles sont les entreprises dans l'Essonne qui s'en sortent le mieux actuellement, qui ont effectué leur reprise ? Alors, j'aurais tendance à dire, c'est pas un des secteurs particuliers. C'est l'entreprise qui a su utiliser les bons outils qui étaient, je dirais, un petit peu en sommeil, qui se sont réveillés avec le Covid. Je parle du télétravail, de la communication digitale, de tout ce qui est les livraisons, etc. En ce qui concerne le drive and collect, j'ai encore un petit chiffre à vous donner. 100% d'augmentation entre février et mai au niveau national. C'est fantastique. Et donc, forcément, il va en rester. Et forcément. Alors, quelles sont les entreprises qui vont le mieux s'en sortir ? C'est celles qui vont avoir de l'organisation, de la vision, de la réactivité, de l'activité qui va pouvoir faire la différence. Là, je pense qu'on a un exemple à côté là, qui est tout à fait symptomatique. C'est là, donc. Alors évidemment, en Essonne, on a quelques disparités entre les territoires du Sud et les territoires du Nord. Au Sud, il y a moins d'impact sur l'emploi salarié. Au Nord, on en a un peu plus. C'est vrai que chez vous, on a grosso modo 35% du bâtiment, du BTP. Sur Grand Paris Sud, c'est-à-dire tout ce qui est l'axe Sud, là, on a tout ce qui est l'aéronautique et ses sous-traitants. Mais grosso modo, c'est ça. C'est l'entreprise qui va savoir utiliser l'outil. Moi, j'ai confiance. Moi, je suis comme vous. Je pense qu'on va avoir un gros boom. Et ce gros boom, il faudra le prendre. Vous avez raison. Le train va démarrer de l'Asie, mais il va démarrer vite. Et je crois qu'on peut pas prendre le train en route s'il est passé trop vite. Donc c'est là où les entreprises vont avoir à réagir tout de suite. C'est là où on va avoir notre rôle en partenariat avec les territoires, de manière à tirer les entreprises vers d'abord leur faire une situation de la situation dans laquelle ils se trouvent, et puis les tirer, leur dire ça va marcher, c'est bon. Faut rester objectif. Faut pas leur dire que de toute façon, malheureusement, on va en laisser quelques-unes sur le tapis, c'est clair. On va en laisser un peu plus que les années précédentes, mais il va y avoir des opportunités, il va y avoir peut-être des entreprises qui vont se regrouper ensemble, et puis moi je crois qu'il faut donner un message d'optimisme.
Alors vous l'avez dit, dans la période, il s'agit d'être agile, de s'adapter à la situation. Donc il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'énergie, encore plus que d'habitude. Vous parliez à l'instant, Philippe de Sertine, des commerces qui souffrent encore. On a été dans l'Essonne rencontrer une restauratrice alors qui ne demande pas de pêche. Vous allez voir, elle a plein d'idées, des idées toutes simples, ça part du bon sens. Et résultat, son activité reprend. Et tout ça, c'est né du confinement. Et elle a pensé différemment son activité. Elle s'est digitalisée notamment et avec succès. Regardez ce reportage tourné dans l'Essonne par Christophe Rigaud. Plusieurs fois par jour, ce geste fait désormais partie du quotidien d'Isabelle. À la tête, avec son mari Stéphane de la Belle Époque, un restaurant de cuisine traditionnelle et familiale, en plein centre-ville de Juvisy-sur-Orge. Comme beaucoup de commerces, la crise sanitaire a obligé ce bar-restaurant à fermer ses portes le 17 mars pour de longues semaines de confinement. Mais pour Isabelle et Stéphane, pas question de rester les bras croisés. Nos clients nous ont tellement tannés que dès le 24 avril, on a remis en route derrière une proposition Drive qui a très bien fonctionné, qui a mis un peu de temps. Parce que du coup, on développe un peu une clientèle différente. Voilà, donc on a une boulangerie à côté. On a commencé par avoir une dynamique par rapport au site, en faisant quelques menus travaux d'extérieur, en mettant une musique en même temps pour que les gens attendent et du coup animer un peu la rue. Et voilà, et on a pu reprendre très vite le contact avec la clientèle. En cuisine, Stéphane, le chef, en profite pour se lancer dans des recettes vidéo qu'il présente sur les réseaux sociaux. Donc nous avons préparé une pâte à burger avec 500 g de farine. Là encore, l'objectif affiché est clair. Garder un lien avec nos clients proches qui sont abonnés donc, sur notre compte Facebook. Puis en même temps, respirer pendant cette période qui est un peu anxiogène. Et puis s'amuser aussi un peu. De son côté, Isabelle revoit de fond en comble la communication du restaurant, refonte du site internet et présence sur les réseaux sociaux. On a vu qu'effectivement c'était très très important le visuel et on le voit même au travers de notre nouvelle un peu clientèle d'aujourd'hui, c'est que les gens recherchent de l'image. Donc finalement on a pu travailler en profondeur une dimension qui habituellement on ne prend pas le temps de faire les choses puisqu'on est 6-7 voire 7-7 en termes d'investissement sur le terrain, voire dans les papiers et tout ce qui concourt à une affaire. Donc là finalement ça a permis de faire une introspection et vraiment un travail de communication. La crise sanitaire a bouleversé le quotidien de ces restaurateurs, mais aussi des clients qui ont découvert ou redécouvert leur commerce de centre-ville. C'est un temps qui a permis aux gens de voir que finalement la proximité, elle a un intérêt, qu'il ne s'agit pas sans cesse de la prôner, mais il faut aussi derrière la visiter. Qu'on est là en même temps, pas simplement pour donner à manger ou dispenser des matières. Ils ont découvert que la qualité pouvait se retrouver près de chez eux et qu'effectivement l'importance d'avoir justement ce lien près de chez soi quand on est restreint quant à ses déplacements. Le confinement a permis à Isabelle et Stéphane de prendre pour une fois un peu de temps pour repenser leur activité. Un confinement dont ils se seraient bien passés, mais dont ils ont su tirer profit pour retrouver un nouveau dynamisme. Et depuis la fin de l'été, ils ont même relancé les soirées-concerts pour continuer à faire vivre ce lieu de convivialité. Alors, il est très intéressant ce reportage, il dit beaucoup de choses, il parle de proximité, il parle d'imagination et on peut innover, qu'on soit dans une entreprise ou un restaurant. Et là, on parle aussi de digitalisation de la société. Ça fait longtemps qu'on dit il faut vous digitaliser votre société, votre activité, mais en fait, c'est face au mur, parce que là, on n'avait pas le choix, qu'on l'a fait et ils l'ont fait avec succès. C'est intéressant comme message. Je crois que, évidemment, la crise du Covid, c'est une tragédie. Nous pouvons avoir des proches, nous pouvons avoir été touchés nous-mêmes. Donc, il y a ce côté tragédie humaine que, bien entendu, on conservera en mémoire. Ensuite, quand vous êtes d'un point de vue économique sur une longue période, cette crise du Covid va être incontestablement un accélérateur de tendance, un accélérateur de changement. Là, ce témoignage, il est absolument passionnant, je trouve. C'est-à-dire qu'on voit à quel point, là, tout d'un coup, une activité qui finalement était une activité qui semblait fonctionner de manière définitive, qui avait toujours fonctionné comme ça, qu'elle allait continuer, d'un seul coup, elle se réinvente.
Et ça, je crois que là, vraiment, derrière, bien sûr, il y a la volonté du chef d'entreprise, mais il y a aussi les technologies nouvelles. Et là, nous sommes bien dans l'importance de la recherche. Là, nous évoquions ça tout à l'heure. Je crois qu'on doit avoir conscience, ça fait plusieurs années qu'on le dit, mais que maintenant, c'est quelque chose qui devient évident, notamment au travers de cette crise Covid au niveau mondial, c'est que nous rentrons dans une rupture technologique incroyable, un changement technologique de toute l'économie mondiale. Et nous n'avons pas de géants pour porter ce changement. Vous le dites très souvent. Nous, on n'a pas Européens. des entreprises de 1000 milliards comme aux États-Unis. Nous, Européens, effectivement, bien sûr, d'ailleurs on le voit, hein, l'économie ou la finance a montré que s'il n'y avait pas de crise du point de vue notamment de la valorisation des entreprises, c'est toutes ces entreprises qui clairement sont en phase avec cette évolution-là. Et qui développent autour d'elles tout un écosystème d'autres Bien entreprises. Et qui bien se entendu, développent Google, avec de Amazon, l'argent. etc. Ce qu'on évoque d'ailleurs, cette dame probablement, elle utilise de ces, on va dire, grandes entreprises, pour ne pas leur faire de publicité en direct, mais enfin, grandes entreprises non européennes qui ont pris le marché complètement. Et là, c'est quoi ? Ce sont des secteurs dans lesquels, on va dire, le paysage n'est absolument pas figé. Il ne faut surtout pas se dire, ah ben maintenant, on ne pourra plus refaire un Google ou un Amazon en Europe. Non, non, attention, ils se sont faits en quelques années, ils sont partis d'un garage. 2 personnes, 3 personnes, et hop, elles montent de manière extraordinaire. Nous avons les talents en Europe, nous les avons notamment en Essonne, et nous les avons au plateau de Saclay, quand on dit c'est le plus important centre mathématique, c'est là que ça se passe, dans les mathématiques. Mais ensuite, ce n'est pas des mathématiciens qui vont faire l'entreprise. C'est des gens qui s'en emparent, qui vont peut-être le faire pour le restaurant, pour le taxi ou pour tout un tas d'autres activités, et de l'argent. Ce dont nous avons besoin, c'est mettre énormément d'argent, du financement là-dedans. Du financement, un peu de financement public, mais on saupoudre, parce qu'évidemment, on sait que l'état des finances publiques, y compris pour les collectivités, c'est forcément compliqué, il y a beaucoup de choses à faire. Mais énormément d'investissements privés. On a de l'argent privé en France, en Europe, qui peut s'investir dans cette rupture. Il faut qu'il soit mieux fléché. Oui, il faut qu'il soit mieux fléché, il faut qu'il le veuille lui-même, c'est-à-dire il faut qu'il ait confiance dans l'idée que, oui, ce qu'on est en train d'inventer, c'est d'abord positif. C'est un changement incroyable, mais un changement qui n'est pas seulement négatif. C'est vrai que quand on change, on a peur, mais quand on se rend compte que le changement peut être positif, eh bien, ça va redonner la confiance non seulement à ceux qui font le changement, à ceux qui peuvent être embauchés, les jeunes, et à ceux qui peuvent financer, plutôt les vieux peut-être. Grégoire Delastérie, on vient de parler de se réinventer, et c'est vrai, l'innovation, ça peut être un levier dans le moment que l'on vit. Et à Saclay, évidemment, avec ces grands centres de recherche appliquée, mais aussi derrière, qui conduisent à des innovations qui permettent de créer des entreprises de l'emploi. Ça se passe là-bas. Ça peut être un levier, Saclay ? Ça peut être un levier, ça doit être un levier. C'est en fait le phénomène de ce qu'on appelle la destruction créatrice qu'avait défini Schumpeter. Et on voit bien que cette destruction créatrice, soit elle peut être négative pour les entreprises qui sont durement touchées, qui disparaissent et où quelque part la création leur échappe. Et c'est d'autres qui en bénéficient et potentiellement d'autres en dehors de notre pays, de notre département. Ou alors, si on l'accompagne correctement, et je crois que c'est le rôle de la CCI, c'est le rôle des collectivités territoriales, c'est le rôle de la puissance publique plus globalement, alors cette destruction qu'on vit aujourd'hui va permettre la création de cette économie qui en partie se digitalise, même si un restaurant continuera à accueillir physiquement et que le lien humain ne disparaîtra pas. Et pour cette digitalisation, qu'est-ce qu'il faut ? Il y a plusieurs ingrédients qui sont importants. Le premier, c'est évidemment que l'ensemble des acteurs travaillent ensemble. Donc on a besoin que le laboratoire de recherche, que la grande entreprise, que la start-up, que la structure d'enseignement soit bien en lien. C'est ce qu'on avait fait il y a quelques années avec les pôles de compétitivité, qui sont encore d'actualité, qui sont peut-être même encore plus d'actualité aujourd'hui. Cette innovation, elle doit bien se transférer. Si un brevet reste dans un laboratoire, dans un tiroir, ça ne sert à rien. C'est intellectuellement très sympathique, mais ça ne sert à rien en fait. Et donc la question, c'est de favoriser ce transfert de technologie vers le monde de l'entreprise, d'accompagner les créateurs d'entreprises qui veulent avoir accès à cela, leur donner aussi accès à du financement. On a beaucoup de start-up sur Paris-Saclay. Il y avait beaucoup de levées de fonds qui étaient en cours avant le mois de mars 2020. Toutes les levées de fonds se sont arrêtées du jour au lendemain parce qu'évidemment les investisseurs privés ont dit oh là là, moi je ne vais pas commencer à mettre des billes dans une boîte dont je ne sais même pas si le secteur continuera à exister dans 3 mois. Et aujourd'hui il va falloir qu'on réamorce cette machine. C'est le second ingrédient qui est important, c'est de réussir à donner des financements. Les financements publics sont importants, néanmoins c'est beaucoup de prêts qu'aujourd'hui la puissance publique fait, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités. Et évidemment un prêt pour une entreprise ça veut quand même dire qu'un jour ou l'autre il faut rembourser, c'est pas des capitaux propres. Et donc c'est aussi une réflexion qu'il faut mener. Il faut redonner confiance parce que c'est en donnant confiance et en donnant des perspectives que les acteurs privés vont revenir financer l'économie et donc permettre à ces startups d'éclore et pourquoi pas dans quelques années être des licornes puis
rentrer dans les GAFA avec une nouvelle lettre. Alors c'est tout l'enjeu du plan de relance que souhaite l'État, dont on va parler dans quelques instants. On va accueillir un nouvel intervenant, mais au préalable, je voulais demander à Jean-Pierre Demaria, avant que vous cédiez votre place donc à Philippe Coupard, qui est le directeur régional adjoint à la DIRECC, la direction des entreprises, de la concurrence et de la consommation. Je voulais vous demander ce que vous attendez, vous, chef d'entreprise, de ce plan de relance de l'État, 100 milliards. Alors, au niveau de notre société, je veux dire que l'État fait des efforts concernant le PGE, on y a adhéré. L'État fait des efforts pour l'aide aux alternants, on y a adhéré. En dehors de ces points-là, et puis on crée une agence en Allemagne, et on a là également, avec la Chambre de commerce, des facilités. Donc, en dehors de ça, je pense que c'est... En fait, je veux dire, c'est une modification de la mentalité des acteurs. Vous parliez de créer en Europe ou en France l'équivalent de ce qui se passe aux États-Unis. C'était impossible. Enfin, je veux dire, c'est une mentalité qui n'est pas la même. Eux sont pro-business, nous on ne l'est pas. Donc il va s'écouler du temps, de l'eau sous les ponts avant que nous puissions atteindre ça. Vous voyez bien que... J'ai souvenance des analyses qui ont été faites auprès des jeunes qui voulaient être tous fonctionnaires. Donc, aller dire ça à un Américain qui veut reprendre une boîte, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous attendez des changements de mentalité. Moi, je pense que c'est pas que de l'argent, en fait. Non, oui. La stratégie vient d'en haut. Je veux dire, il faudrait qu'on ait un État stratège pour impulser des nouvelles directives, des nouveaux vecteurs de progression. Enfin, et je ne pense pas qu'on les ait aujourd'hui. Alors, on se débrouille un peu comme on peut. Voilà, donc ramener à la boîte, ramener à Méca Electro, je vous ai dit ce qu'on allait faire. C'est pas rien. On a embauché quelqu'un en septembre, 2 alternants, on crée une agence en Allemagne dans une période qui est difficile. En dehors de ça, c'est très compliqué. Merci beaucoup, Jean-Pierre Demaria. Je propose de laisser votre place. On va faire réagir tout de suite Philippe de Sertine. C'est vrai, donc c'est pas la même mentalité les États-Unis que la France, que l'Europe, et en même temps les États-Unis c'est un marché, on le sait, très important. C'est pas le même que le nôtre, et puis ils parlent la même langue aussi. Ça aide quand même. Alors, quand on veut porter des grandes entreprises. L'Europe est présente sur tous les grands secteurs. On a des géants sur tous les grands secteurs, tout à fait concurrents des Américains. Quand on parlait de l'aéronautique, quand Airbus commence il y a 30, 40 ans à dire je vais concurrencer Boeing, personne n'y croit. Et aujourd'hui, Airbus est devenu l'équivalent. Donc non, il ne faut pas se tromper. On a la capacité en Europe, et intellectuelle, et en termes de création d'entreprises, de faire aussi bien que tous les autres. Mais alors qu'est-ce qui nous manque, Philippe de Sertine? Il nous manque qu'on n'a pas cru dans ce virage-là. Le virage des nouvelles technologies associées, d'ailleurs fondamentalement à la question algorithmique, c'est-à-dire aux mathématiques, on n'y a pas cru, on n'a pas mis d'argent dedans, que ce soit en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie. C'est pas normal qu'on n'ait pas de géants mondiaux dans ces secteurs-là. Nous ne sommes que consommateurs et pas producteurs. Et là, le problème absolument majeur, parce que vous en avez des entreprises, c'est pas vrai, des entreprises européennes, il y en a plein qui émergent. Qu'est-ce qui se passe quand elles grandissent? Elles partent chercher de l'argent ailleurs. Or, l'argent en Europe, il y en a. Nous avons de l'épargne, nous avons de quoi financer ces géants de demain. La seule chose, c'est que pour le moment, nous ne l'avons pas fait. Et effectivement, là, du point de vue stratégique, et je ne crois pas que ça viendra d'un État stratège. Je crois vraiment que ça va venir d'entreprises qui ont la capacité de croître et qui rencontrent des marchés au niveau mondial et qui peuvent lever de l'argent chez nous. La vraie question, c'est celle-là. Et c'est la question fondamentale. Vous voyez, quand on dit pourquoi, a posteriori, on n'a pas créé de Google chez nous, parce qu'on n'avait pas ce marché américain qui s'appelle Nasdaq, qui est le marché concurrent du grand marché, qui a permis de financer pendant des années des entreprises en perte. C'est pas avec de l'argent public, c'est pas avec des idées publiques. Aux États-Unis, il n'y en a pas plus qu'en Europe. C'est avec de l'argent privé qui a pu se positionner là et qui a pu effectivement financer des entreprises qui deviennent après des géants. Donc je crois vraiment ça c'est un grand enjeu. En fait, c'est le retour du risque dans la manière dont on doit penser notre avenir européen. Et je le répète, c'est un problème français, mais pas que français. C'est pour ça que l'Europe, c'est intéressant, parce qu'en fait, on a tous le même problème, donc on doit tous avoir la même solution. Très bien. Alors, vous allez écouter avec attention, comme nous, Philippe Coupard, qui va nous présenter ce plan de relance de l'État, puis on vous demandera évidemment votre avis, à vous tous. Donc, merci d'être là avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Donc, je rappelle, vous êtes le directeur régional adjoint de la DIRECC, qui est la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Et vous êtes le directeur aussi de la DIRECC sur le département de l'Essonne. 100 milliards d'euros, ce plan de relance décidé par l'État. C'est une somme
colossale, vous la qualifiez comme telle? En tant que serviteur d'État, ça fait déjà quelques années que j'exerce dans le milieu de l'économie ou pour le compte de l'État, mais je considère effectivement que c'est extraordinaire. Je rapporte à la crise de 2008 où le plan de relance de 2008-2009, 26 milliards, 100 milliards, c'est une autre échelle. Et pourtant, le choc était violent. M. de Serdine a dit on n'est pas dans la même situation de crise aussi. Il faut démarrer très très rapidement. Je dis bien démarrer. On a déjà accompagné, on a soutenu fortement les entreprises. Monsieur Denu l'a rapporté, Monsieur de Maria, sur la réalité de l'accompagnement, du soutien apporté par l'État aux entreprises en général. Aujourd'hui, avec ces 100 milliards, c'est aller dans le sens de Monsieur de Serdine. Il s'agit effectivement d'accélérer, pas simplement de soutenir, pas simplement de maintenir l'existant, mais d'aller plus loin et de porter, d'accompagner la réalisation de projets d'investisseurs qui aujourd'hui sont déjà, en rayon, si vous me permettez l'expression, mais qui attendent du financement. C'est essentiellement ça. C'est effectivement le sens de transformer notre économie. Donc c'est aller plus loin dans ce qui est aujourd'hui qui est porteur. Donc c'est à la fois la décarbonation globale de notre économie, donc la transformation écologique. C'est aussi globalement la digitalisation, numérisation. On voit bien qu'aujourd'hui la valeur se crée dans les entreprises lorsqu'on modernise, lorsqu'on numérise, les transformations qui sont en cours sont dans ce domaine-là, dans tout ce qui est autour de l'électronique globalement. Donc c'est accompagner effectivement l'ensemble des entreprises dans cette modernisation et donc pour pas louper le train, qui est le terme qui a été exposé précédemment, et gagner effectivement les économistes ont indiqué, M. Dessani disait aujourd'hui on est dans un flou effectivement avec des prévisions qui évoluent de mois en mois ou de 15 jours en 15 jours. Le constat c'est effectivement il y a un choc, il y a un trou dans le PIB. L'objectif, c'est de gommer le plus rapidement possible le trou. Mais non seulement le gommer, c'est d'aller plus loin, repositionner plus vite l'économie française dans une économie monde. Donc, dans une économie de monde, de la meilleure façon possible. C'est-à-dire, effectivement, en étant performante, en étant compétitive et en n'ayant oublié personne aussi. C'est-à-dire en s'appuyant sur l'humain, parce que ça fait partie, les 3 axes du plan de relance. C'est bien, effectivement, la transformation économique, la compétitivité et la cohésion. Donc, la cohésion, c'est reposer sur l'humain. Parce que pour porter l'économie, on a besoin de compétences. L'essentiel de mon travail, c'est auprès des entreprises, depuis 2 ans que je suis dans l'Essonne, c'était de répondre aux besoins de compétences des entreprises. C'est vraiment une caractéristique importante et je considère que dès maintenant, on est déjà dans cette position-là. Alors, 100 milliards, on va voir comment se décompose cette somme. Il y a 3 volets principaux. Le premier volet, c'est la transformation écologique. C'est 30 milliards. Alors, concrètement, ces 30 milliards vont être fléchés vers quoi? Aider une entreprise qui veut faire sa transformation énergétique. Alors, ça peut être parce qu'elle veut sur des marchés, mais simplement rénover son bâtiment. C'est concrètement? Globalement, c'est d'aller dans tous les secteurs, tous les axes de travail sur l'écologie. Donc effectivement, l'entreprise va pouvoir bénéficier d'aides pour rénover son bâtiment pour qu'il soit plus performant énergétiquement. C'est aussi l'accompagner l'entreprise pour aller sur des technologies qui vont faire qu'elle va consommer moins tout simplement dans son process d'énergie, décarbonation d'industrie, j'ai exposé précédemment, ou aller inciter les entreprises à innover dans les technologies effectivement qui vont être la production d'énergie, de l'avenir, qui va se dépasser du carbone, notamment l'hydrogène. Aujourd'hui, sur le territoire de l'Essonne, j'ai déjà un projet d'entreprise qui travaille sur ces problématiques, effectivement, de nouvelles sources d'énergie. Et c'est vraiment travailler sur l'avenir. C'est accompagner les collectivités, c'est travailler sur les transports. L'ensemble du plan, tous les axes ont à chaque fois une vocation, un regard sur l'écologie. Sur le côté cohésion humain, c'est favoriser notamment l'émergence, la création de places de formation dans ces métiers qui sont autour effectivement des énergies vertes, par exemple. Vous parliez d'un autre volet important, c'est le volet compétitivité. Est-ce qu'il va y avoir un levier qui peut être fiscal sur l'outil de production, une baisse d'impôts sur la production? Est-ce que c'est aussi sur la recherche, la formation, la compétitivité? Donc tous les axes sont pris en compte. Donc il y a bien sûr un volet fiscal. Tout le monde
a déjà entendu parler, je l'espère, en tout cas, je répète, sur la baisse de l'impôt sur les productions. Donc ça, c'est un effort important qui est structurel, c'est pas conjoncturel. Là, c'est bien agir effectivement sur nos tissus pour donner davantage de moyens à l'entreprise d'être performant sur les marchés mondiaux. C'est aussi agir sur la capacité effectivement des entreprises à investir, donc c'est à agir sur leurs fonds propres. Donc on vient de parler de fonds d'investissement qui pouvaient manquer notamment sur le territoire français et européen. Donc c'est une partie de l'argent du plan de l'État va servir à la création de fonds. Donc avec des effets leviers qui aujourd'hui ne sont pas encore quantifiés, mais qui vont aller donc plus loin globalement que l'argent que va mettre l'État, pour qu'il y ait des fonds, davantage de fonds en capacité d'accompagner les investisseurs. Donc travailler sur les fonds propres. C'est le travail de la BPI aujourd'hui, de la Banque publique d'investissement. C'est déjà le travail de la Banque publique d'investissement, mais ça devra être aussi le travail d'investisseurs privés. L'objectif de création de fonds, c'est bien qu'il y ait davantage d'argent privé qui vienne en plus de l'argent public. C'est bien l'effet de levier qui est recherché. Voilà. Donc, et c'est troisième axe sur la compétitivité, c'est travailler effectivement à la modernisation, l'accélération de la modernisation des entreprises, de la numérisation, la digitalisation. Donc effectivement, faire en sorte que les entreprises aujourd'hui s'appuient sur toutes ces nouvelles technologies qui rendent plus performants globalement, qui apportent de la richesse à notre société aussi. Voilà. Et concrètement, je suis chef d'entreprise, je vais pouvoir bénéficier de cet argent pour me digitaliser. Je dépose quoi, un dossier, ça marche sous forme de subvention, c'est sur un projet, c'est abondé? Donc aujourd'hui, ce que je souhaite effectivement que l'ensemble des chefs d'entreprise retiennent, c'est que immédiatement, là, on a 4 fonds, 4 plans d'investissement qui sont disponibles, qui sont accessibles. Il y a des plans qui sont organisés au niveau des filières. Donc, il y a déjà les plans aéronautiques, automobiles, qui sont, je veux dire, déjà un peu plus anciens, même si ça, en fait, ça date que de 2-3 mois, le fonctionnement. Mais nous avons les fonds sur l'investissement industriel territorial, qui se met en place en partenariat avec le Conseil régional. Et nous avons un fonds aussi sur l'innovation stratégique. Ces fonds, aujourd'hui, pour comment y accéder, il suffit d'aller sur le site du gouvernement ou de la BPI, effectivement, de déposer son projet, même si j'ai dit on s'oriente mal dans le fond, peu importe, je veux dire, si on va sur l'investissement territorial. Derrière, vous aurez nos experts de la Directe, donc les ingénieurs des mines, etc., qui vont, et la BPI, je veux dire aussi l'accompagnement de la CCI en conseil en amont, mais qui vont orienter effectivement les porteurs d'un projet qui est présent, qu'ils ont déjà aujourd'hui en carton et qui ont des difficultés pour le financer, c'est ce qui était évoqué auparavant en difficulté, le présente, il est évalué de façon technologique, il est évalué après globalement, normalement, aussi sur sa perspective financière, la santé financière de l'entreprise, ça c'est le travail de la BPI, le travail de la Directe, c'est bien l'évaluation technologique, et derrière, s'il est considéré comme performant, pertinent pour l'avenir, effectivement, il peut bénéficier de subventions pures, donc carrément des aides, ou aussi des prêts. Globalement, l'ensemble de la palette des aides pourra être mobilisée. D'accord. Pour une entreprise, il faut faire la preuve de sa viabilité. Il faut effectivement, l'argent public, il s'agit pour nous effectivement de ne pas le gaspiller. Donc c'est aussi important, il y a les aspects technologiques, mais il faut aussi que les perspectives effectivement de rentabilité de la technologie soient au rendez-vous et que l'entreprise soit en capacité de le porter. Donc c'est un élément incontournable. C'est vos équipes qui étudient les dossiers, j'imagine. Un dernier volet de ce plan de relance, c'est le volet cohésion, où on parle beaucoup de territoire. Alors, dans le volet cohésion, il y a aussi le chômage partiel qui va se poursuivre. Alors, pas dans sa forme actuelle, mais qui va continuer à se poursuivre. Il y a la formation aussi, formation continue, parce que si on parle de la transition écologique, des destructions d'emplois, il y a des gens, il va falloir les reformer. Donc, c'est un volet important aussi. C'est beaucoup de milliards, là aussi. Donc, c'est là où il y a le plus d'argent. Dans les 100 milliards, il y a 36 milliards qui sont positionnés sur la partie cohésion, et qui est l'essentiel des axes, effectivement, c'est l'accompagnement de la formation. Après, donc sur l'ensemble des outils, effectivement, transformation de l'outil activité partielle, il demeure aussi dans une forme habituelle encore. Effectivement, il y a une nouvelle forme, l'activité partielle de longue durée, qui est aujourd'hui mise en place, qui sert à accompagner sur de la longue durée les entreprises. Donc, je ne pense pas avoir le temps de rentrer dans la mécanique. Donc, effectivement, l'activité partielle. L'effort le plus important, c'est la formation. Je le disais précédemment, le constat déjà de l'économie française et plus particulièrement de l'économie estonienne, c'est le
besoin de compétences. Aujourd'hui, le besoin de compétences, il y a peut-être un trou d'air, une petite mise en parenthèse. Donc, première étape, c'est maintenir les compétences dans les entreprises, donc avec des possibilités d'accompagnement par l'État, avec notamment le FNE formation. Donc ça, c'est important, les capacités. Donc aujourd'hui, on met à disposition de l'argent auprès des OPCO pour que les entreprises qui sont aujourd'hui en sous-activité profitent entre guillemets de cette période de sous-activité pour former, pour maintenir les compétences ou les développer. C'est pas simplement les maintenir, c'est aussi former les générations, je veux dire anciennes ou nouvelles, en créant davantage de places de formation. Très bien, merci, vous restez avec nous. Philippe de Sertine, alors, c'est bien, on a une mise à jour là, pour ceux qui ne connaissaient pas suffisamment le plan de relance, vous l'avez bien détaillé. À l'écoute de ce plan de relance, vous dites quoi? Alors, vous dites c'est la bonne méthode, il aurait fallu plus, il fallait mettre plus d'argent sur la tech, qu'est-ce que vous dites? Alors, première chose, d'abord évidemment ce qu'on disait tout à l'heure, le choc économique, c'est l'État, pour des raisons, on va dire, de santé publique, a décidé d'arrêter l'économie, comme on l'a fait partout dans le monde. Donc quand on dit effectivement, l'État dit, je mesure ce que ça signifie et combien il faut lancer. Deuxième chose, peut-être vraiment tout de suite, parce que ça a été évoqué un tout petit peu, l'État ne peut pas tout, hein. L'argent n'est pas gratuit, l'État ne crée pas de l'argent à partir de rien, sinon ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de pays pauvres en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 100 milliards, ils supposent qu'il y ait une création de richesse forte par l'économie française après. Le but, c'est redonner, vous voyez, une espèce de rebond comme ça pour que, hop, l'économie française, au fond, redonne ces 100 milliards multipliés par 5, multipliés par 10, et qui permettent ensuite à l'économie de fonctionner. Donc, bien avoir à l'esprit, l'État ne peut donner que la richesse que produit l'économie du pays. Sinon, si on n'a pas de richesse, on ne peut rien faire. Troisième chose, 100 milliards, c'est énorme d'un point de vue historique. Effectivement, on a, on va dire, très très peu d'exemples de quelque chose d'aussi important. On voit d'ailleurs que nos voisins sont bien sur des échelles, mais enfin similaires, parfois plus faibles, hein, quand on prend la Grande-Bretagne, à peu près similaire sur l'Allemagne. Donc vraiment quelque chose de très important. Ensuite, à côté, on voit quoi? On voit depuis le mois de mars les Français, les agents économiques, qui ont économisé 100 milliards d'épargne. Donc en quelque sorte, l'État remet dans la machine économique ce que les Français pour le moment retirent. Alors ils retirent évidemment, en fait, quand vous mettez votre argent à la caisse d'épargne, en fait il est toujours dans l'économie. Mais vous voyez, ils ne veulent pas le consommer. Donc il y a bien quand même cette idée confiance globale qui va être absolument indispensable pour que le premier effet de levier qui puisse se produire, c'est-à-dire que les citoyens disent on y va, c'est déjà qu'effectivement ils ne disent pas mon argent je préfère le garder parce que j'ai peur de ce qui va arriver. Ce qui est intéressant en tout cas, parce que vous parlez des 100 milliards d'épargne des Français, on n'est pas sur un plan de relance par la demande, comme ça a pu se faire par le passé, et ça avait montré des résultats plutôt fâcheux. Alors justement, peut-être ça peut nous amener aux différentes remarques qu'on peut faire par rapport au plan de relance. Je crois qu'il y a une partie du plan de relance, et c'est indispensable, ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a encore une partie de l'économie, notamment dans l'économie de l'Essonne, qui est en phase 2, c'est-à-dire qui est aujourd'hui à l'arrêt quasi total. En fait, c'est du soutien, c'est pas un plan de relance, il y a une partie plan de soutien, il est indispensable, on évoquait l'aéronautique, l'automobile, il y a des endroits où si vous n'avez pas d'aide, ou la culture d'ailleurs, qui fait partie aussi du plan pour 2 milliards. Si vous n'avez pas ces aides, c'est simple, là c'est l'effondrement total. Donc ça c'est un plan de soutien qui est indispensable, mais évidemment qui doit être temporaire. Après le plan de relance, quand on évoque par exemple l'impôt sur la production qu'on enlève sur les entreprises industrielles françaises, c'est l'idée, et vous l'avez dit, d'une compétitivité à l'international. Ça c'est absolument capital, de se dire que peut-être le déficit le plus grave, et là malheureusement il va augmenter cette année en France, c'est même pas le déficit public, qui pourtant vous le savez est une de mes marottes, mais c'est le déficit du commerce extérieur. Le commerce extérieur, c'est capital. Qu'on soit présent à l'international, qu'on soit compétitif à l'international, qu'on ne soit pas dépendant uniquement de la consommation française. Vous voyez, quand on dit « Ah oui, ben alors on ne fait pas de demande », c'est-à-dire on n'essaie pas de relancer la consommation. Parce qu'on sait que quand on relance la consommation en France, on l'a fait notamment après la crise de 2012, qu'est-ce qui se passe? C'est les importations qui explosent. C'est-à-dire que les Français, ils consomment beaucoup de produits. C'est les téléviseurs étrangers, les ordinateurs étrangers. Avec les téléviseurs, pas uniquement. Je veux dire, sur beaucoup de points, vos téléphones, etc. Donc faire très très attention à ça pour que l'entreprise France fonctionne, elle doit pouvoir exporter. Et du coup, quand on consomme aussi français. Et je dirais, donc là, vous avez cette dimension-là. Donc c'est ce levier sur la fiscalité de la production, c'est intéressant. La formation, etc. Enfin, c'est vrai que la question du problème de la compétitivité, c'est évidemment le problème des coûts français, des charges françaises. Alors ça, évidemment, ça veut dire aussi, quand on enlève l'impôt de production, on enlève de la ressource aux collectivités locales. Et par rapport, on n'oublie pas, par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, que là, dans l'équilibre français ou dans le déséquilibre en avant français, attention évidemment de ne pas avoir tout d'un coup des problèmes. Et puis dernier aspect qui est très important, c'est le vrai plan de relance, c'est-à-dire se positionner sur l'économie de demain.
Alors on va en parler, mais juste avant, si vous voulez bien, on va écouter une interview qu'on a réalisée cette semaine de la vice-présidente de la région Île-de-France en charge du développement économique. Alors pourquoi cette interview? Parce qu'à côté du plan de l'État, on a aussi un plan régional dans l'Île-de-France. Le premier plan a été présenté, il y en aura plusieurs, et ce premier plan, c'est 1,3 milliard d'euros à consommer tout de suite d'ici à la fin de l'année. Je propose d'écouter Alexandra Dublanche et qui nous parle aussi de la suite. Vous avez annoncé un plan de relance, d'abord un acte 1 de ce plan de relance de la région de France. Il a été présenté mi-juin, un montant d'1,3 milliard d'euros. Avec quel objectif alors ce plan de relance déjà d'1,3 milliard d'euros? Donc c'est 1,3 milliard par ailleurs, c'est pas sur 3 ans, 5 ans, c'est tout de suite d'ici la fin de l'année qu'on va les dépenser. Donc je dirais que la moitié c'est de l'aide aux entreprises, donc à la fois avec des dispositifs d'urgence, type ceux qu'on a vus, Fonds de solidarité, puisque la région Île-de-France était la première contributrice de la part région sur le Fonds de solidarité, le fameux 1 500 €. On a des dispositifs d'aide à la trésorerie, le prêt rebond, le Fonds résilience, et beaucoup d'aide à l'industrie pour essayer de relocaliser des parties de chaînes de production. Donc il y a un très grand axe économique, j'y inclus évidemment le soutien au tourisme, au secteur culturel. Voilà. Ensuite, il y a un axe emploi et enfin, il y a un axe écologique fort. D'ailleurs, on vient de clôturer une COP environnementale avec près de 200 annonces de projets très concrets parce que voilà, il suffit pas de discourir sur l'écologie, il faut agir concrètement, qui vont compléter ce qu'on avait déjà annoncé dans le plan de relance d'1,3 milliard, qui est évidemment tout ce qui est soutien au transport, puisqu'il n'y a pas plus écologique que le transport, le soutien au vélo, le RER vélo et le budget participatif environnemental où on va mettre 100 millions d'euros pendant 5 ans pour soutenir des projets dans tous les territoires d'Île-de-France. Et on a beaucoup qui ont été déposés en Essonne par des associations, par des communes. Alors vous avez parlé d'acte 1, ça sous-entend qu'il y aura un acte 2 pour cette relance? Exactement. L'acte 1, c'était vraiment les mesures d'urgence, maintenant, tout de suite, pour aider à passer le cap de la crise. L'acte 2, c'est l'investissement public, la commande publique. Donc, c'est dans le cadre notamment de ce qu'on appelle le contrat de plan État-région. Donc, de grands investissements cofinancés par l'État, par la région, par les collectivités, notamment dans les transports à nouveau, également dans la recherche, dans la culture. Et donc, ça sera annoncé prochainement à l'automne par la présidente. Voilà, donc on l'a compris, un plan de relance de l'État, un plan de relance de la région. Alors l'élu local que vous êtes, Grégoire de Lasteyrie, il entend se positionner comment alors? Est-ce que vous arrivez en soutien des régions, en messager? Comment vous vous situez? Effectivement, on voit qu'il y a des sommes extrêmement importantes que l'État met sur la table, que la région met sur la table. Et quand on se met à la place du chef d'entreprise, à un moment, c'est dire mais comment est-ce qu'on passe du théorique de ces chiffres en milliards qui sont finalement assez stratosphériques au concret dans mon entreprise. Et du coup, il y a 2 sujets qui sont importants pour moi. Le premier, c'est le sujet de l'information du chef d'entreprise. Et concrètement, sur Paris-Saclay, on va présenter aux chefs d'entreprise de notre territoire, dans les tout prochains jours, l'ensemble des plans de relance et l'ensemble des dispositifs auxquels ils ont le droit et sur lesquels ils peuvent être éligibles. Et ça, je crois que cet accès à l'information est absolument essentiel. Sinon, on aura annoncé des grands chiffres et ils ne seront pas consommés. Et ce sera extrêmement frustrant pour tout le monde. Puis le second sujet, et je m'adresse aux représentants de l'État évidemment sur ce sujet particulier, c'est l'accessibilité de ces fonds. S'il faut déposer 15 dossiers différents, avoir 17 instructions compliquées et que les fonds soient versés en fait à l'arrivée en 3 fois sur 2 ans, en fait on est à côté de la plaque. On a besoin d'un choc concret tout de suite. Et donc, ce qu'on regarde, on en parle avec notamment les sous-préfets de la relance qui ont été annoncés par le gouvernement récemment, c'est comment simplifier au maximum les procédures, comment unifier les dossiers, notamment, moi je pense aux appels à projets. Il faut qu'au niveau de la collectivité territoriale, au niveau de l'agglomération, il n'y ait qu'un seul appel à projet cadre qui permette ensuite sur le territoire de pouvoir bénéficier des différents dispositifs. Mais on voit bien que là, il faut que l'administration, elle aussi, innove, elle aussi se remette en question. Et quand je dis l'administration, je pense bien sûr à l'État, mais je pense aussi aux collectivités territoriales. Je pense qu'il faut qu'on soit tous dans cet objectif de simplifier pour le chef d'entreprise l'accès à ces fonds. C'est crucial, c'est essentiel.
Monsieur Desnus, on parlait à l'instant de ce sujet, à simplifier les démarches administratives, bien sûr. Ce qu'a dit tout à l'heure aussi Alexandra Dublanche, j'imagine, a résonné chez vous dans l'Essonne, elle parle de relocaliser. C'est vrai qu'on entend beaucoup ce discours de réindustrialiser, mais enfin ça ne se décrète pas vraiment, la réindustrialisation, la relocalisation. Mais il y a un vrai sujet, c'est la modernisation de notre outil industriel. Et dans l'Essonne, vous avez un campus d'ailleurs d'usine du futur, je crois, à Bondoufle. Oui, tout à fait. On a la première plateforme qui s'est réalisée sur 2000 m² avec les outils actuels, les robots, les cobots, etc. Et surtout la continuité numérique, parce qu'il est important que toutes ces machines puissent se parler entre elles. C'est ça qui est important, et c'est là où la résilience de l'entreprise est forte. Parce que finalement, lorsque je dois changer mon produit, il faut que je le fasse très rapidement parce que le marché le demande. Donc on a effectivement cette plateforme qui au départ avait été prévue pour l'aéronautique, mais que nous allons rebasculer sur les TPE, PME et les ETI bien sûr, sur ce campus, avec l'usinage bien sûr, la mécanique, la maintenance, et les RH qui suivent derrière. Donc c'est tout un processus. Alors ce n'est pas un centre de formation, c'est une plateforme qui est mise à la disposition des entreprises de manière à les amener au niveau de la technologie. Donc la Grande Couronne a la chance d'avoir du foncier, la Grande Couronne a la chance d'avoir, puisque je parle région là, parce que cette plateforme elle est régionale, a la chance d'avoir cette plateforme pour faire monter en compétences les salariés. Et là, on a un outil fantastique pour relocaliser des produits qui ont de la valeur ajoutée. Parce que c'est ça qui est important, c'est créer de la valeur. Alors avant de demander un mot de conclusion à tous, sur ce sujet, relocaliser, réindustrialiser, ça c'est un vieux rêve, mais ça ne se décrète pas, je le disais, ça s'encourage, mais est-ce que ça peut s'encourager à coups de milliards ? Alors je crois que vraiment, quand on parle relocalisation, bon, du point de vue politique, parfois ça a du sens, je crois du point de vue économique, c'est absurde. C'est regarder le rétroviseur, c'est dire on va faire revenir de l'industrie d'avant. Ça c'est absurde, et en plus c'est complètement fou d'un point de vue géopolitique. Un endroit où aux États-Unis, pour ne pas le nommer, un président a été élu en disant on va relocaliser, etc. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un mur. Parce que quelle est la réponse des pays pauvres quand vous dites on arrête la mondialisation, qui ne peuvent plus espérer ? C'est les migrants. C'est-à-dire les gens quittent leur pays pour essayer de venir vers le pays riche. L'Europe sait bien que cette optique de la fin de la mondialisation n'est pas possible, qu'elle est extrêmement dangereuse d'un point de vue géopolitique. Et je le répète, la question des migrants peut revenir très très vite d'actualité si on décidait de fermer toutes les frontières. En revanche, je pense qu'il est capital, c'est regarder où va être la valeur ajoutée de demain. Comment on doit se positionner sur ce qui va être demain les axes les plus forts de création de valeur. On évoquait beaucoup le digital. Il y a par exemple quelque chose qui suppose des investissements majeurs, beaucoup d'emplois, mais aussi une vraie réflexion, c'est la question de sécurité. Aujourd'hui, le hacking, comme on va dire, c'est-à-dire les attaques sur les réseaux, etc., sont des choses qui sont extrêmement graves, extrêmement dangereuses, extrêmement coûteuses. Par exemple, on doit investir massivement dans ce secteur. On doit avoir des visions qui doivent être des visions projetées sur l'avenir en disant, là, il y aura de la valeur demain, il faut absolument y être aujourd'hui. C'est un des grands défis, à mon sens, du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue financier. C'est le grand défi européen. Alors, en conclusion, peut-être un peu de perspective ou des conseils aux chefs d'entreprise et au grand public qui nous écouterait. On a beaucoup parlé pendant le confinement du monde d'après, on a disserté, on a réfléchi. Alors est-ce que ce monde d'après il est envisagé ? Comment vous l'envisageriez ? Petit tour de table. Monsieur Desnus, pour la CCI Essonne. Le monde d'après, pour le chef d'entreprise, je le résumerai avec quelques mots. L'optimisme, la confiance, l'adaptabilité, l'agilité, la créativité. Trouver les outils financiers, c'est sûr, parce que même ce que disait Grégoire de Lasteyrie, c'est que il faut trouver des fonds qui viennent en haut de bilan. Il faut augmenter les fonds propres des entreprises. Et puis, en conclusion, des opportunités, il y en aura plein. Mais il faut savoir les saisir. Vous avez la balle dans votre camp. Grégoire de Lasteyrie, en préparant cette émission, vous me parliez qu'il y avait des gens immobiliers qui étaient très contents actuellement dans votre ville de Palaiseau parce qu'il y a des gens qui redécouvraient la région parisienne, qui ont souffert dans leurs petits 2 pièces ou 3 pièces sans balcon, sans jardin sur Paris, et ils viennent chez vous. Le monde d'après, je ne dis pas que c'est à Palaiseau, mais le monde d'après, c'est le local, comme on entend beaucoup dire. Alors vous dites quelque chose de très vrai. Palaiseau est une très jolie ville et il faut bien sûr venir s'installer à Palaiseau. Je ne peux pas vous dire autre chose. Il y a beaucoup de villes belles en Essonne.
Essonne et ailleurs, ouais, bien sûr. Intimement convaincu. Mais c'est vrai que on voit, et je partage ce que dit le président d'ENU, l'opportunité, il faut faire de cette crise une opportunité. Et donc, il y a le local qui est très important, il y a aussi toute la réflexion sur l'économie décarbonée, l'économie circulaire, sur lequel notre pays, notre territoire peut vraiment être en avance. Et puis, il y a toute la question sur l'organisation du travail, sur les modes de travail dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais télétravail bien sûr, mais pas uniquement. Et c'est toutes ces questions-là que finalement la crise nous a obligés à ouvrir, à se poser. C'est ces questions qui sont encore en suspens. Les réponses sont encore en suspens aujourd'hui. Et je crois qu'on doit montrer que les Français est un peuple optimiste et qu'à partir de là, on va essayer de faire de ce moment extrêmement difficile et qui va continuer à être très dur d'un point de vue sanitaire et qui va être très dur d'un point de vue économique, comment en tirer des choses positives pour certains secteurs qui vont émerger et pour certains emplois qui vont se créer. Philippe Coupard, donc il s'agit de faire émerger de nouveaux secteurs, donc c'est mettre au mot compétitivité et transformation de l'économie, c'est ça qu'il faut retenir? C'est clairement continuer à accélérer. Donc tout à l'heure j'ai entendu dans un témoignage quelque chose qui m'a un peu gêné, c'est la vision de la France qui est pour moi passée. Je pense, moi je prends en exemple la création d'entreprises, donc c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup penché et j'ai vu en 15 ans la France fortement évoluer, qui était dans les derniers, dans les classements d'OCDE en termes de capacité, de créativité, etc. Et qui aujourd'hui, j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais en deuxième ou troisième position au niveau européen en termes de création d'entreprises. Donc la France, elle change, elle est effectivement créatrice, elle est dynamique. On a plein de chercheurs, de gens qui innovent ou de gens qui n'ont pas forcément effectivement cherché, mais qui ont envie d'investir dans leur propre activité ou qui sont déjà installés, qui ont des projets en carton. Donc il faut effectivement aller de l'avant. Et la France de demain, je peux que la souhaiter effectivement décarbonée, donc sans pollution, pour qu'on puisse tous respirer et continuer à être toujours avec toujours plus de confort, de richesse, donc toujours très compétitif. Voilà. Bon, Philippe de Sertine, ce monde d'après, c'est possible de l'inventer, il faut l'appeler de ses voeux. En tout cas, on sent que vous avez réfléchi à cette question. Ça fait aucun doute qu'il faut qu'on change de modèle au niveau mondial. On le sait, hein, c'était la grande actualité au mois de janvier 2020, quand vous aviez une jeune Suédoise activiste qui parlait à la tribune des Nations Unies. Enfin, quand je parle d'elle, c'est toute la génération qui dit qu'il faut un changement de modèle. Ils ont raison. Le changement de modèle, tout d'un coup, au travers de 2 mois de confinement au niveau mondial, on s'est rendu compte qu'il pouvait s'inventer ultra vite. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est rendu compte, là, la capacité incroyable de modifier complètement le mode de fonctionnement de l'économie. Et évidemment, l'économie arrêtée, c'était un premier point. Mais ensuite, l'économie repart sur des axes complètement différents, avec un effondrement d'ailleurs des gaz à effet de serre pendant ce temps-là. Donc, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui se passe d'un point de vue mondial. Aujourd'hui, on en est là. La seule chose que l'on voit, effectivement, c'est que ce changement de monde, il est sans arrêt en train de nous surprendre. Je crois que vraiment, à chaque fois, quand on est en train de dire « oui, mais ça, je suis d'accord que ça change, mais le reste, non, il faut le garder ». Non, tout peut changer parce que du terrain, on voit bien que l'ensemble des vrais gens, des gens dans les entreprises, les gens dans les villes, les gens dans les campagnes, partout dans le monde, sont en train de commencer à dire « on va aller sur quelque chose de différent ». Donc c'est d'abord cette agilité, on va dire cette acceptation d'un changement profond en disant « ce changement, on peut très bien faire qu'il soit incroyablement positif ». Et je crois qu'effectivement, c'est à mon avis la grande idée que nous avons, notamment on va dire dans cette fin d'année qui risque d'être encore compliquée en se disant finalement la fin du tunnel, elle pourra arriver très très vite. Très bien, merci beaucoup à nos invités de nous avoir présenté leur regard sur cette situation complexe actuelle. Merci encore aux équipes de la CCI Essonne d'avoir participé à la construction de ce rendez-vous. Quant à nous, on se dit à très vite. Merci.